Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Les lois sont mieux appliquées, c'est ce que le Sénat a constaté dans un rapport rendu public la semaine dernière. Il faut dire qu'au 31 décembre 2011, 64% des lois votées par le Parlement étaient appliquées contre 20% seulement l'année précédente. Pour cela, le Sénat a créé une toute nouvelle commission, la commission de suivi de l'application des lois. Elle va d'ailleurs plancher sur cette loi en particulier, à savoir les lois Grenelle 1 et 2 ou encore la loi Dallot sur le droit au logement opposable. Alors pourquoi ces lois sont-elles mieux appliquées? Peut-on encore améliorer les choses? Tout de suite, je vous propose de prendre la direction de l'hémicycle pour suivre un débat sur ce thème. Très belle séance à tous. Monsieur le ministre, mes chers collègues, la séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur le rapport annuel du contrôle de l'application des lois à la demande de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois. Et la parole est à monsieur David Assouline, président de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois. Vous avez la parole, monsieur le président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, si pour la première fois dans ces conditions, c'était demandé l'année dernière pour la première fois par un groupe, mais de façon instituée par notre institution, le Sénat, que se produit un débat en séance plénière sur le rapport annuel, c'est que l'application des lois, au-delà de toute technicité, de toute approche partisane, est un enjeu démocratique majeur. La loi fonde, assoit, irrigue la République, l'institution comme la somme d'individus qu'elle organise. En créant des égaux, la loi cimente et justifie notre société. Dès lors, sa fabrique doit être exigeante, sûre, vérifiée et vérifiable. Et ce, du début à la fin du processus. Depuis ses premières élaborations dans les cabinets ministériels ou les bureaux du Parlement, jusqu'aux quartiers de nos villes et les campagnes de nos territoires où elle s'applique. La première condition de notre égalité républicaine est l'effectivité de la loi. Notre premier dessein doit donc être l'infaillibilité, même relative, mais la recherche de cette infaillibilité, de cette effectivité. Si la loi, dans son esprit ou dans sa lettre, n'est pas appliquée, faute de directives réglementaires, de moyens humains, institutionnels ou matériels, alors le lien qui unit les citoyens à leurs représentants, à leur Parlement, est abîmé. Et par conséquent, c'est le lien qui relie les citoyens aux autres citoyens qui est affecté également. Ainsi, veiller à la mise en application des lois dépasse grandement les objectifs pourtant essentiels de simple et pourtant nécessaire stabilité et sécurité juridique, d'équilibre entre le législatif et l'exécutif, ou même de cohérence entre les paroles et les actes des dirigeants politiques. Veiller à la mise en application des lois est un élément de restauration de la confiance des citoyens dans la loi, dans la politique en général, et ce faisant, un élément de restauration de la confiance des citoyens dans leur volonté même de vivre ensemble. Dans son traité du gouvernement civil, le philosophe anglais John Locke était sans équivoque, je le cite, « Il n'est pas toujours nécessaire de faire des lois, mais il est toujours nécessaire de faire exécuter celles qui ont été faites. » Voilà ce à quoi nous allons nous atteler. D'évidence, l'application des lois dans sa dimension réglementaire est une discipline complexe et juridique. Néanmoins, pour parvenir à l'envisager dans sa globalité, ce sont des questions simples qui doivent nous guider. La loi est-elle appliquée? Sinon, pourquoi? Où sont les blocages? Comment les résoudre? Si elle est appliquée, les effets recherchés sont-ils ceux obtenus? Répond-il aux besoins ciblés? Les moyens programmés ont-ils été apportés? Suffisent-ils? Sans sombrer dans
l'itération, peut-on améliorer le dispositif? En d'autres termes, le contrôle de l'application des lois doit évaluer la loi à l'aune de la réalité et du terrain. Concernant le bilan qui nous occupe aujourd'hui, pour l'année 2010-2011, des 33 lois requérant un suivi réglementaire, 8, soit 24%, ont reçu l'intégralité de leur texte d'application. 21, 64%, sont partiellement mises en application. Et 4, 12%, attendent la totalité de leur décret. S'agissant de la législature, la 13e dans son ensemble, 59% des 131 lois promulguées nécessitant des décrets d'application sont totalement appliquées. 37% le sont partiellement et 3 ne le sont pas du tout. Monsieur le ministre, à propos de ce bilan chiffré, une remarque, en réalité presque un rappel à ce qu'il était convenu de faire ensemble pour éviter les malentendus de l'année dernière. En effet, il avait été convenu entre votre ministère et les services du Sénat que la période considérée pour établir ce bilan annuel s'arrêterait au 31 décembre. Or, si notre rapport respecte dans ses données, dans ses chiffres et dans ses conclusions cet accord tacite, on va dire, votre communication solennelle en Conseil des ministres ainsi que vos interventions dans la presse annoncent des chiffres qui portent au 31 janvier 2012. Je comprends la précipitation d'une fin de législature et votre ardeur à vouloir rattraper le retard accumulé parfois par vos prédécesseurs, mais à l'avenir, il serait bienvenu d'en rester à des bases communes. Comment comparer les pointages de la Haute Assemblée et ceux de votre ministère si ce dernier ne respecte pas les bornes qui avaient été arrêtées? D'ailleurs, cet épisode met drastiquement en lumière l'urgence qu'il y a à harmoniser encore plus que cela les bases de données de votre ministère et du Sénat. C'est une demande officielle de notre part. Les tableaux de bord de suivi de la mise en application des lois devraient être transmis au Sénat, à mon avis, spontanément, sans que nous n'ayons à vous les quémander, et en temps réel. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à prendre cet engagement aujourd'hui? Je dis à l'Assemblée, à la Haute Assemblée, de quoi il s'agit exactement. Bien entendu, quand un décret est publié, nous l'avons en temps réel. C'est le journal officiel, c'est Légifrance, bon. Mais le processus de suivi que vous maîtrisez, puisque c'est comme ça que vous boostez vos propres collègues ministres, vous leur dites tel décret est enlisé au Conseil d'État ou dans telle administration, pouvez-vous agir? C'est comme cela que vous agissez. Nous avons besoin de savoir, décret par décret, où il en est, à quelle étape, pour jouer notre propre rôle de pression, de demande, d'accélération de telle ou telle administration, parce que c'est la condition pour jouer notre rôle indépendant de contrôle et de ne pas être uniquement sujet à ce que vous faites et des résultats de ce que vous faites, car nous contrôlons dans cette histoire l'exécutif, nous ne sommes pas une espèce de contrôleur après coup de ce qui a été fait. De même, et pour en finir avec la question des dates à considérer, notre commission recommande, donc on vous le redit, que l'objectif des 6 mois que vous avez posé pour évaluer la rapidité, pour en gros que les décrets soient publiés dans les 6 mois, c'est l'objectif du Premier ministre que vous avez réaffirmé. Les dates à choisir seraient mieux venues si c'était en correspondance avec le calendrier parlementaire, c'est-à-dire 30 septembre et 31 mars plutôt que fin juin et 31 décembre, qui ne correspondent pas complètement à notre propre calendrier de session. Cela étant, et si un examen plus détaillé de ces chiffres révélerait le caractère en partie optique de cette consolidation, je vous accorde volontiers qu'il s'agit, votre rapport, vos résultats, d'une amélioration significative. La création du comité de suivi, la régulation que vous avez entrepris,
les réunions interministérielles, la nomination d'un commissaire à l'application des lois, ou encore l'incitation à tenir le délai de 6 mois sont autant d'initiatives qui ont sans aucun doute pesé dans ce résultat. Admettez avec moi que le Parlement a contribué à cette amélioration. Les 12 rapports de l'Assemblée nationale, les questions écrites ou orales au gouvernement, les débats en semaine de contrôle, la création même de la commission sénatoriale de contrôle de l'application des lois participent également de ce bon résultat pour cette année. Toutefois, malgré cette avancée, je le répète, significative, je ne vois pas ici de motif à verser trop dans le triomphalisme. D'abord, c'est mauvais, même quand on a des bons résultats, parce qu'on démobilise. Mais à l'aune de ce qu'il faudrait, nous sommes encore loin du compte. Quand on était à 20% d'application, on passait à 64, c'est pas mal. Mais quand l'objectif est de 100%, 64, c'est insuffisant. L'objectif principal, à savoir la publication des décrets dans un délai de 6 mois après l'adoption de la loi, demeure très insuffisant. À 42%, très loin de l'objectif de 100% que s'est fixé le gouvernement. Si je vous vois interloqué, alors je précise, vous êtes dans l'objectif fixé que tous les décrets soient publiés dans les 6 mois, 42% des lois ont eu leur décret dans les 6 mois. Vous pouvez dire que sur la législature, sur cette année écoulée ou sur les 5 années écoulées, vous arrivez à 80%. Dans les 6 mois, il n'y a eu que 42%. Et donc, c'est forcément insuffisant par rapport à l'objectif fixé. Le rattrapage sur les lois les plus anciennes semble maintenant un peu stagner. La remise des rapports du gouvernement au Parlement s'avère franchement défectueuse. Pour une large majorité, ils ne sont tout simplement pas remis. Quand ils le sont, c'est hors délai et d'une précision, disons, assez aléatoire. Je l'avais montré au secrétaire général du gouvernement, 2 exemples, un rapport en 6 lignes, tel décret est publié, tel décret n'est pas publié. Pour notre information, ça faisait peu, des vrais rapports conséquents qui nous éclairaient. Je ne rentrerai pas dans la vaine discussion pour tenter de savoir si trop de ces rapports sont commandés au gouvernement. Ils sont inscrits dans la loi, ils doivent être réalisés. Cela, c'est pour répondre à l'argument de ceux qui disent « oui, mais c'est de votre faute parlementaire, à chaque fois dans les débats sur les lois, vous demandez des rapports. » Alors, vous étonnez pas qu'ensuite, il y en a tellement qu'on ne les voit jamais sortir. À partir du moment où le ministre accepte et que c'est voté par l'Assemblée, le rapport doit être là. On ne va pas chercher d'alibi sur ça serait la cause viendrait de nous-mêmes qui les avons demandés. Bien. Enfin, sur le qualitatif, le chantier est immense. Les élus de tous bords témoignent très fréquemment de décrets d'application au mieux difficiles, au pire contraires à l'objet de la loi. On a même trouvé des décrets d'application avec des directives, des circulaires préfectorales qui ont modifié l'application de la loi et qui ont poussé le législateur à devoir modifier la loi pour qu'il s'adapte à ce que le préfet avait mis en place et qui n'était plus bougeable. Bon, ça c'est l'extrême, mais je vous sortirai dans le rapport, on cite un tel cas. Je laisse aux soins de chaque président, bien sûr, la présentation des propositions de sa commission pour en venir aux autres recommandations de la commission sénatoriale chargée du contrôle de l'application des lois. Une meilleure préparation des lois en amont avec des études d'impact approfondies et l'annonce systématique dès le dépôt des projets de loi du nombre et de la nature des mesures réglementaires envisagées. En aval, la sortie des lois du Parlement ne doit plus être comprise comme le terme du processus démocratique de leur conception, mais bien comme le début du compte à rebours de leur mise en application, la plus rapide et la plus fidèle possible. À propos des rapports, nous estimons, comme pour les mesures réglementaires, qu'un délai raisonnable devrait être fixé. Cela étant, je n'entends accabler personne, la réflexion sur la production législative depuis les études d'impact jusqu'à la publication des décrets devra être menée tant au gouvernement qu'au Parlement et sur toutes les travées de cette Assemblée, de tous les bords politiques, il y a beaucoup à faire ensemble. En la matière, il est une idée reçue qui persiste à juste titre.
Notre pays est atteint d'une forme insidieuse d'inflation législative. Le nombre de lois votées chaque année reste relativement stable. Là n'est pas le problème. On n'arrête pas de nous dire qu'il y a trop de lois, c'est pas vrai, il n'y a pas plus de lois qu'avant. Mais le nombre de lois votées chaque année, donc, qui reste stable, le nombre de dispositions dans chaque loi a littéralement explosé. En 90, une loi comportait en moyenne 22 articles, 33 articles en 2000, 41 en 2009. On voit bien la progression qui devient exponentielle. De même, comme nous l'a fait remarquer le secrétaire général du gouvernement, M. Serge Lavigne, lors de son audition du 9 janvier, en 2010, un projet ou une proposition de loi déposée au Parlement avec 18 articles était au final adopté avec 37 articles, passant ainsi de 6 000 à 12 000 mots. Constatant cette dangereuse évolution, M. Lavigne s'est autorisé à un verdict sans appel. Nos lois sont à la fois lourdes et imprécises. Je ne partage pas complètement ce verdict, d'autant que si la loi arrive au Parlement, c'est que le Parlement peut l'améliorer et l'enrichir. Ça signifie parfois plus d'articles, plus de mots. Ça pourrait être un peu plus souvent l'apport du Parlement viendrait remplacer des articles et pas seulement s'ajouter. Ça serait certainement plus productif. Mais il ne faudrait pas comprendre dans ce que je dis, je partage qu'il y a explosion des textes, des longueurs des textes, il ne faudrait pas le prendre comme la bonne façon de répondre à ce problème, c'est de manger tout cuit ce qui nous arriverait comme projets gouvernementaux, puisque l'essentiel des textes viennent du gouvernement, et nous, on n'aurait plus qu'à acter. Devant l'ampleur de la tâche à accomplir, Monsieur le ministre, je vous le dis comme je le dirai à vos successeurs probables, nous serons extrêmement vigilants et proactifs quant à la publication des décrets, des arrêtés et même des circulaires, tant sur les délais que sur le fond. Mais l'activité de notre commission ne saurait se résumer au pointage et à la vérification des textes opérant la mise en application de la loi. La commission sénatoriale chargée du contrôle de l'application des lois ne saurait être ni une banale agence comptable, ni une quelconque police des décrets. Notre mandat comme notre ambition vont bien au-delà. Si notre commission dépend d'une instruction générale du bureau du Sénat pour son fonctionnement, notre mandat comme notre ambition s'enracine dans la Constitution, dans les 3 principes que son article 24 énonce. Le Parlement vote la loi, il contrôle l'action du gouvernement, il évalue les pratiques publiques. C'est dans ces 3 domaines que, dorénavant, nous poursuivrons avec un programme qui va s'étaler sur l'année de contrôle de l'application des lois dans plusieurs domaines, et notamment des lois emblématiques dont je parlerai dans les conclusions, que nous allons œuvrer. Et donc, l'année prochaine, le rapport que je vous ai présenté ne sera pas seulement un rapport statistique et quantitatif, mais intégrera le travail qualitatif de tous nos rapporteurs. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Patrick Ollier, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Bien, Monsieur le Président de la Commission de contrôle de l'application des lois, Mesdames et Messieurs les sénateurs, tout d'abord, je tiens à remercier le Sénat, et en particulier sa nouvelle commission de contrôle de l'application des lois, et M. David Assouline, son président, de me donner l'occasion d'établir aujourd'hui un bilan de l'application des lois depuis 2007, en définitive, puisqu'on arrive quasiment au terme de la législature. Exercice auquel je me suis livré mercredi dernier, au passage, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, en Conseil des ministres et juste à la sortie du Conseil devant la Commission des lois de l'Assemblée. Mais d'ailleurs, la tradition la plus ancienne de suivi de l'application des lois appartient au Sénat. Oui, M. Yest, c'est vrai, c'est bien ce que je vous dis. Dès 1971, la première édition de votre rapport annuel de suivi a fait ses marques et depuis, régulièrement, vous vous livrez à cet exercice. Et je ne peux que me réjouir du choix effectué par la Haute Assemblée de se doter d'une commission de contrôle de l'application des lois
qui pourra à son tour approfondir la démarche d'évaluation de la mise en œuvre effective des lois et de leur application. Je rentrerai plus dans le détail dans la distinction que je fais entre l'application et l'évaluation, Monsieur le Président. J'attache d'autant plus de prix à notre débat aujourd'hui que, comme a bien voulu le relever le Président Assouline, j'ai souhaité, dès mon arrivée au gouvernement, m'impliquer personnellement dans le traitement de la question de l'application des lois. Pourquoi? Parce que je suis issu du Parlement et que pendant 10 ans, en tant que président de commission des affaires économiques à l'Assemblée, j'ai trop longtemps et trop souvent constaté les retards pris dans les sorties des textes d'application et je me suis mis dans la tête à l'époque de faire évoluer la pratique. Et en 2005 notamment, je me permets de vous le rappeler, j'ai mis au point un mécanisme de contrôle à l'Assemblée sur l'application des lois avec un rapporteur de l'application des lois. C'était sur le texte sur les territoires ruraux, c'était M. Coussin, c'était le premier. Et puis ensuite, un binôme avec la majorité et l'opposition, car je considère que la transparence la plus totale doit être mise en œuvre pour le contrôle de l'application des lois. Et dès à présent, je vous dis oui, Monsieur le Président, pour la transparence et pour la communication des documents que vous souhaitez, je veillerai, pendant que je serai à cette responsabilité, Monsieur Carrère, je veillerai à faire en sorte que les documents vous soient transmis instantanément. Eh bien, à partir de ce binôme, ensuite, l'article 145 du règlement de l'Assemblée nationale a concrétisé cette pratique qui est devenue maintenant régulière. J'en veux pour preuve la création du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques à l'Assemblée nationale en 2009. Et aujourd'hui, vous avez pris l'initiative, avec juste raison, de créer une commission de contrôle d'évaluation des lois. Je ne peux que m'en réjouir. Et lorsque je suis arrivé au gouvernement, je me suis dit que cette action que j'avais conduite du côté du Parlement, je pouvais aussi aider mes collègues du gouvernement à la conduire au gouvernement. Et tout d'abord, j'ai subi ici, vous avez raison, un débat organisé par le groupe RDSE, je crois à l'époque, c'était en début de l'année 2011, oui, 2011. Et j'avais à l'époque indiqué qu'il serait préférable que nous rapprochions nos critères de calcul et d'évaluation. Et je remercie et les administrateurs du Sénat et vous-même, Monsieur le Président, qui avez travaillé à cette convergence. Et avant, la Commission des lois y avait préparé ce travail avec nous. Vous l'avez concrétisé. Je ne peux que m'en réjouir, car nous arrivons maintenant à des modalités de calcul, à des critères qui sont les mêmes. Là, on va arriver à la date. Et je me suis donc investi dans la mission de mettre en place un comité de suivi de l'application des lois dès mon arrivée donc au gouvernement. Celui-ci a été lancé le 10 mars 2011 et depuis, il travaille à faire en sorte que les mesures d'application sortent le plus rapidement possible. Il s'appuie tout naturellement sur le travail remarquable, j'insiste, effectué par le secrétaire général du gouvernement, avec lequel nous sommes en collaboration. Il est composé d'une 60aine de personnes, correspondants administratifs, directeurs de cabinet de chacun des ministères, en formation élargie ou en formation restreinte. On se réunit tous les mois et il est situé, bien sûr, il est placé auprès du ministre. Et avec le secrétaire général du gouvernement, nous faisons en sorte de conduire ces travaux. Et au passage, je vous fais remarquer qu'un certain nombre des membres de ce comité sont là présents autour de moi, ici devant, et d'autres encore dans le bureau des ministres, car ils ont tenu à venir participer à ces débats. Je les en remercie. Alors, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, le fait que ce comité de suivi de l'application des lois existe permet d'abord au secrétariat général du gouvernement et à tous ses fonctionnaires qui, dans chaque ministère, préparent les mesures d'application des lois, de se sentir plus soutenus et mieux reconnus, dès lors que le politique, effectivement, se préoccupe à travers un ministre et un comité spécifique, d'une manière quotidienne, du travail qui est le leur. Reconnu, c'est le mot. Et je suis heureux que cette reconnaissance de ce travail ait permis d'enclencher un processus vertueux. Cela stimule la sortie des décrets et, je vous l'ai dit, je vous le redis aujourd'hui, il m'arrive, par exemple, dans le Conseil des ministres, de distribuer, je vous ai montré l'autre jour, des fiches à mes collègues avant le Conseil des ministres, en leur montrant des fiches qui font le relevé
des décrets qui restent à sortir. Je leur ai écrit régulièrement. Ah, ça, c'est une bonne idée, M. Carrère. Toutes les bonnes idées sont à prendre, mais je ne suis pas sûr, dans le cadre des économies que l'État impose à ses ministères, d'avoir les moyens de sortir des fiches en couleur. Il faudra que je me renseigne. Donnez-moi plus de crédit, Monsieur le Président. Voilà, et ceci est très positif, et je vais donner les résultats dans quelques instants. En outre, j'ai également noué un dialogue avec le Conseil d'État. Je suis allé à la rencontre du président Sauvé qui m'a reçu et j'ai rencontré les présidents de section. C'était la première fois qu'un ministre se déplaçait au Conseil d'État pour discuter avec le Conseil d'État des décrets qui étaient en stock ou qui allaient venir. Et nous avons réussi avec le président Sauvé, je tiens à remercier, à établir une constitution de liste de textes prioritaires pour accélérer, hiérarchiser et accélérer la sortie de ces décrets. La réunion a donc été très constructive et elle est suivie d'effets très vertueux d'ailleurs de la part du Conseil d'État. Alors, Monsieur le Président, vous avez évoqué plusieurs sujets, je vais y entrer dans le détail, mais appliquer la loi pour le ministre chargé des relations avec le Parlement, c'est d'abord faire en sorte que sortent les mesures d'application, quelles qu'elles soient, qu'elles sortent. Et je suis heureux de pouvoir affirmer devant vous que tout au long de la législature, le gouvernement s'y est attaché à faire en sorte de sortir ces mesures. La preuve, c'est la circulaire du Premier ministre de 2008 qui indique et qui fixe comme objectif pour le gouvernement de rendre applicables les lois dans un délai de 6 mois après leur publication. Donc on en revient à ce délai qui est fixé et qui, pour moi en tout cas, est incontournable et qu'on fait en sorte de respecter tant que faire se peut. Merci, Monsieur le Président Assouline, d'avoir bien voulu souligner lors de votre conférence de presse, vous avez réitéré aujourd'hui qu'il y avait une action volontariste du côté du gouvernement. Toute l'équipe autour de moi est sensible à ce compliment. Alors, sur la base de ces 6 mois suivant la publication de la loi, au passage, c'est un délai que la jurisprudence administrative qualifie de raisonnable. On n'a pas inventé ce délai au doigt mouillé. Ce délai est qualifié de raisonnable pour l'adoption de décrets d'application et je suis heureux, Monsieur le Président, que nous soyons mis d'accord sur ce délai et sur la date. Alors, c'est vrai que nous sommes mis d'accord avec vous sur un bilan au 31 décembre de l'année. Je ne discute pas de cela. Et je suis heureux que ce bilan ayant été établi, vous êtes arrivé sur le taux global d'exécution des lois de toute la législature à 84% au 31 décembre 2011. Je confirme que cela correspond tout à fait au taux établi par le comité d'application des lois que je préside. Donc nous sommes d'accord sur ce résultat au 31 décembre. Mais le problème, c'est que ce comité est en action et qu'il ne s'arrête pas le 31 décembre, il continue à travailler. Et je dirais même qu'il continuera à travailler jusqu'au dernier jour de présence du ministre des Relations avec le Parlement dans ses fonctions. Alors je ne sais pas si M. Carrère a raison ou pas raison, on verra qui succédera à qui, mais au passage, quel que soit le futur ministre, je souhaite qu'il préserve l'existence de ce comité de suivi pour qu'il puisse continuer à faire ce travail. Pourquoi ? Parce que le travail que nous avons réalisé avec toute l'équipe qui est ici présente et le secrétaire du gouvernement, secrétaire général du gouvernement, a provoqué une progression telle que je peux dire que le bilan est sans précédent. J'insiste. Alors que le taux d'application des lois au moment du lancement du comité de suivi était à peu près en mars 2011, le taux d'application pour les lois votées depuis 6 mois, je répète, était autour de 65%. Il atteint au 31 janvier 2012 près de 90%, Monsieur le Président. Parce qu'entre le 31 décembre à 84%, il y a eu ce travail du comité qui va continuer, qui va poursuivre ses travaux, qui fait que nous sommes à 87,2% au 31 janvier, mais on continue. Et on va vous transmettre les chiffres. Mais attendez, 87,2% au 31 janvier. Et je peux dire, sans me tromper devant vous toutes et vous tous, que nous arriverons à plus de 90% à la fin de ce mois ou autour du 15 mars. Plus de 90%. Je vais m'en expliquer. C'est un résultat qui est inédit. Jamais aucun gouvernement n'a fait autant d'efforts pour rendre applicables les lois qu'il a fait voter. Alors, je ne voudrais pas me livrer à une comparaison, mais je le fais quand même parce qu'il faut toujours avoir des curseurs pour comparer. À titre de comparatif, à la fin de la 11e législature, l'auto, c'était, je crois, le gouvernement de M. Jospin, si je ne me trompe pas.
le taux était de 60%. Et à la fin de la 12e législature, le président Chirac, il était de 70%. Il sera au terme du gouvernement de François Fillon et de la législature pendant laquelle le président Sarkozy est président, et donc était et sera, j'espère, président, il sera de plus de 90%, Monsieur le Président. Je ne peux pas, constatant ce résultat, avec toute l'équipe qui a travaillé, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que je suis heureux de vous dire cela. C'est quand même mieux que 60% et mieux que 70%. Vous le constaterez avec moi. Alors, il est d'autant plus, mais je vous remercie, c'est un bonheur partagé, Monsieur le Président Carrère. Il est d'autant plus remarquable qu'il prend bien en compte l'ensemble des lois de sa législature. Vous avez raison, il y a des lois pour lesquelles les décrets sont moins bien sortis que d'autres, y compris celles qui appellent un très grand nombre de décrets. Parce que HPST, c'est-à-dire Hôpital, Patient, Santé et Territoire, ou la loi sur l'engagement national pour l'environnement, les deux lois sur le Grenelle 1 et Grenelle 2, sont des lois qui impliquent beaucoup de décrets. Alors pourquoi, Monsieur Assouline, je pose une question. Vous dites que le gouvernement devrait faire des lois qui comportent moins d'articles. Mais j'ai les chiffres là. Le Grenelle 2, article de départ, une centaine. Une centaine d'articles, Monsieur le Président. À la sortie du Sénat, 257. Sortie du Parlement. Parce qu'il y a aussi l'Assemblée. 257. Mais, Monsieur le Président Carrère, pourquoi il y a de bonnes choses dans ces articles, on peut les partager, certainement à l'origine de certains. Non, je suis sérieux. 104 articles du gouvernement, on sort du Parlement, 257. Et il faut donc forcément des décrets d'application sur 257 articles et non pas sur 104. Comprenez que ça nous complique la vie. La modernisation de l'agriculture, c'est une loi, j'étais président de la commission à l'époque à l'Assemblée, je l'ai vécue cette loi de manière positive. Tellement positive qu'il y avait 24 articles au départ. À la sortie du Parlement, 96 articles. Alors si vous voulez, Monsieur le Président Assouline, que le gouvernement reste dans un contingent d'articles raisonnable, faites en sorte, avec l'autorité qui est la vôtre dans la Haute Assemblée, que l'on évite au Sénat, notamment, on va s'occuper de l'Assemblée, de faire en sorte de doubler, voire de tripler le nombre d'articles. Et là, la responsabilité est partagée. Elle est autant du gouvernement que du Parlement. Il ne s'agit pas de la droite ou de la gauche. Il s'agit simplement que quand il y a la passion d'un sujet que vous partagez sur tous ces bancs ici, vous souhaitez que ce sujet se traduise par un article de loi, et il est légitime que vous le votiez, et ça fait des décrets d'application de plus à sortir. Alors le nombre total des mesures, Monsieur le Président Assouline, au 31 janvier 2012, le nombre total des mesures législatives pour appliquer l'ensemble des lois publiées depuis 6 mois était de 2425, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Le nombre total de mesures qui ont été prises est de 2115. Il nous en reste encore 310 à prendre. Cela représente 87,2%, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et comme je vous l'ai indiqué, je vous le répète, le tableau de bord, dans le cas de la transparence, vous sera dorénavant transmis au fur et à mesure que nous le recevrons. À partir, je parle à mes collaborateurs, de la semaine prochaine. Donc c'est vrai que ce taux atteindra plus de 90% dans les semaines à venir. Et je tiens, Monsieur le Président Assouline, à votre disposition la liste des 40 décrets à paraître dans les jours qui viennent et qui sont prochainement, qui sont au Conseil d'État. On a la liste, c'est un travail très sérieux, ou qui sont en contreseing, signature de contreseing ministériel. Il y en a encore 40, vous allez voir. Et puis il y en a encore d'autres après. Et c'est bien la première fois qu'un président de la République et un Premier ministre pourront faire état à la fin de mandature d'un tel résultat en matière d'application des lois. Alors pour reprendre les termes du Président et pour terminer, Assouline, un bilan quantitatif ne saurait se confondre avec un bilan qualitatif. Vous avez raison. Vous avez raison, mais là, on est dans deux responsabilités différentes. C'est de manière délibérée que le bilan d'application des lois établi par le gouvernement se concentre sur ce qui est en propre de son ressort, et du mien notamment, c'est-à-dire l'adoption des décrets et des mesures d'application. Ça, c'est notre responsabilité et nous essayons d'y faire face. L'évaluation de l'application d'une loi, par exemple des moyens dévolus à sa mise en œuvre, c'est autre chose, Monsieur le Président. Je rappelle les termes du premier alinéa de l'article 24 de la Constitution. Le Parlement vote la loi, il contrôle l'action du gouvernement, il évalue les politiques publiques. On y est. Donc autant
l'application de la loi dans le quantum de mesures d'application qu'il faut sortir pour qu'elles soient appliquées est notre responsabilité, c'est bien le but de ce comité de suivi d'application des lois que j'ai créé, autant l'évaluation de la loi, c'est-à-dire la manière dont elle est appliquée sur le terrain. Et lorsque j'ai lancé ces missions de contrôle de l'exécution des lois à l'époque quand j'étais à l'Assemblée, je me suis rendu compte que pour la loi de modernisation de l'agriculture, dans 2 départements, je ne cite pas lesquels, les services de l'État appliquaient la loi de manière différente. Pourquoi? Ça, c'est l'évaluation. Et cette évaluation, pardon de vous le dire aussi brutalement, c'est le travail du Parlement. Et c'est votre travail, Monsieur le Président. On a suffisamment discuté, je sais que vous êtes bien d'accord pour vous y engager. Vous avez dit vous-même effectivité de la loi, appliquée de telle ou telle manière dans les différents quartiers ou territoires. Vous avez raison, on est en plein dans l'évaluation. Et ça, ce n'est pas le travail, c'est aussi le travail du gouvernement, bien sûr, mais ce n'est pas le travail auquel moi, je suis responsable, c'est-à-dire les mesures d'application. Alors, les voies de progrès, il est indéniable que l'aspect quantitatif de l'application des lois est désormais sous un contrôle efficace. C'est pour ça que je forme le vœu que le prochain gouvernement, quel qu'il soit, inscrive ses travaux dans la continuité et que ce comité que j'ai créé perdure. Je veux croire que la discipline à laquelle nous sommes astreints vaudra obligation pour les prochains gouvernements à faire aussi bien et peut-être mieux, parce que plus de 90%, c'est beaucoup, mais ce n'est pas 100%. Donc, bon courage. Ce qui constitue déjà, je crois, un progrès énorme. Et nul n'est parfait, Monsieur le Président Assouline. Hein, et je mesure la difficulté qu'il y a de passer à 93, 94 jusqu'au 100%. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. À suivre l'émission politique de la rédaction de Public Sénat avec comme invité ce soir Henri Guénaud, conseiller spécial du président Nicolas Sarkozy. Bonne soirée à tous.